Ok, c'est bon. Bon, bah écoutez, ravi de t'avoir, Philippe, Arnaud. Toi, t'as l'habitude des podcasts maintenant. Ouais, bah, c'est cool Thomas que tu prennes enfin la possession du studio pour cet épisode avec Philippe Boursier. Ouais, Pour raconter le contexte, Thomas et moi, on a lu un article de Adrien Lelièvre dans Les Échos qui parlait des premiers employés des startups. Et en fait, on s'est dit que déjà, on en avait un dans les souscripteurs de notre fonds et qu'on allait commencer avec lui parce que ça serait plus cool. Et qu'ensuite Thomas a du coup allé prendre la main du studio Orso et faire une série de 10 épisodes au moins pour commencer ouais, avec les premiers employés de start-up. Et tu te fais quoi, une petite liste là, ça y est? c'est ça, ouais. Le but, bon, on a lu l'article et aussi, moi, j'ai remarqué que dans mon réseau, tu avais de plus en plus de personnes qui voulaient être dans les premiers employés de start-up. C'était quand même un chemin de carrière qui attirait. Et donc, ouais, le but, c'est de faire une dizaine d'épisodes pour le moment avec des premiers employés de scale-up donc, qui ont fonctionné et aussi des premiers employés de start-up qui sont encore à risque aujourd'hui pour bien comprendre la philosophie des gens qui rejoignent ce type d'aventure, quoi. Donc, Philippe, merci de nous rejoindre. Eh ben, enchanté d'inaugurer ce podcast. Et en plus, c'est bien que ça soit toi qui le porte parce que toi, tu es le premier employé dans le fond. Et finalement, tu subis aussi Ouais. les plates. Enfin, je sais pas comment on dit ça, mais il En est fait, là aussi. Voilà. je dis, j'ai des amis qui étaient chauds pour le faire. En fait, je faisais partie de ces gens. Moi aussi, je pensais à rejoindre un projet à la sortie de mes études. Au final, c'était OVNI. C'est une start-up à part entière. Ouais, le but, c'est de rencontrer des gens pour qui ça a marché aussi. Bien sûr. Pour bien comprendre qu'est-ce qui a fait, enfin tous les éléments qui ont fait que les boîtes ont marché. Je pense qu'on pourra avoir des patterns entre les invités qui nous font dire que quand on est quelqu'un qui sort d'études et qui recherche une startup à rejoindre, on peut appliquer des critères qui font que la startup a une bonne chance de marcher si on écoute le podcast Sony. En tout cas, j'espère. Sortir d'études ou pas, hein, moi en l'occurrence, j'avais déjà 5 ans d'expérience. Ouais. C'est plus aussi, je dirais, un cheminement intérieur, l'envie de rencontrer d'autres choses et d'aller vers une aventure. Et je pense que moi, c'est vraiment ce dont j'avais besoin quand je me suis lancé Peut-être dans cette aventure. pour faire la genèse de tout ça et bien comprendre d'où est-ce que tu venais avant de rejoindre Criteo. Preneur d'avoir ta présentation. J'ai un parcours un petit peu atypique et qu'il reste. En fait, j'avais fait une formation dans le multimédia. Ce mot, ok boomer. J'avais fait une formation dans le multimédia et en fait, c'était en 4 ans, c'est non reconnu par l'État, etc. Peu importe. Et en fait, à la suite de ça, moi, je m'étais passionné pendant mes études pour la cybersécurité. Et donc, c'est l'époque où il n'y avait pas de formation sur la cybersécurité. Et donc, je suis rentré dans une boîte de consulting. Pendant ces 5 ans, après mes études, conseil en cybersécurité. Donc, c'était assez marrant, puisque j'avais à la fois, de temps en temps, la casquette, le white hat, comme on dit dans la cybersécurité, c'est-à-dire celui plutôt qui protège les infrastructures. Et puis, parfois aussi, le grey hat, ou le black hat aussi on dit, qui est plutôt celui qui va pénétrer des infrastructures et qui va du coup pirater des entreprises, bien sûr payées par celles-ci. Hein. Sachant que ça c'était dans les années 90-2000. Non, T'avais quel âge? Ça dépend d'où vous venez de connaître la Coupe du Monde peut-être. Non, ouais, c'était les années 2002, 2007. Voilà. D'accord, donc en fait, il y avait un écosystème tech, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Enfin, t'avais pas de modèle d'entreprise qui avait scalé. Clairement, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et en fait, moi, je suis sorti du milieu de la cybersécurité, je dirais par manque de challenge. En fait, c'est un milieu, la cybersécurité, qui aime beaucoup s'inventer des nouvelles failles, mais en même temps,
en tant que consultant, c'est aussi un milieu où tu vas avoir l'impression de souvent redire les mêmes choses et de rarement être écouté. Donc tu reviens moi j'ai travaillé pour des boîtes assez incroyables, hein, l'armée, aérospatiale, enfin des trucs. Et en fait, tu dis, bon bah là on a trouvé une vulnérabilité, il faudrait corriger, etc. Puis tu reviens 2 ans plus tard, puis en fait, alors celle-là elle est corrigée, mais en fait les mecs refont les mêmes erreurs. Et donc tu as une impression d'un peu de pisser dans un violon. Tu as cette impression de... Donc c'est ça qui t'a fait bouger et aller chercher une aventure entrepreneuriale. Clairement, je me suis dit, voilà, moi je veux une nouvelle aventure, pas dans la cybersécurité. Donc 27 ans, en 2008, tu rejoins Criteo, Jean-Baptiste Rudel. Comment tu les rencontres? À quel stade ils en sont? Raconte-nous ça. Et surtout peut-être, qu'est-ce qui t'a convaincu de... Est-ce qu'il y a eu un élément sur lequel tu t'es basé qui t'a fait dire que ça peut être une énorme boîte, ou c'était même pas dans ton état d'esprit de rejoindre forcément quelque chose qui allait grossir? Alors c'est clairement au feeling, mais ouais, on va en parler. En fait, donc effectivement, c'est à travers une chasseuse de tête que j'ai eu rendez-vous. Alors c'était marrant parce que elle refusait de me dire quoi que ce soit sur la société. Et donc c'était, tu vois, le rendez-vous un peu mystique. C'était pas un Tinder, mais on était quand même dans un Je croyais que c'était pour la DGSI, quoi. Tu vois, je savais, mais rien sur la boîte, rien, pas le nom, rien. Pour les gens qui nous écoutent et qui connaîtraient pas Criteo, à l'époque, elle faisait quoi? Alors Criteo à l'époque, c'était une API de recommandation. Et donc le premier produit, en dehors de faire un petit peu de vendre un petit peu cette API pour Allociné, si ma mémoire est bonne, le premier produit et le seul produit direct visible de tous, c'était un système de recommandation sur des blogs. Donc t'imagines, tu es dans l'univers des blogs, donc en termes de génération de cash, c'était pas fou, tu vois. Et tu essaies de vendre un widget qui fait de la recommandation pour d'autres blogs sur ces blogs. Compliqué. Il fallait y croire là. Quand même. donc tu disais avant l'épisode que tu gagnais plus en salaire que le chiffre d'affaires de la boîte quand tu l'as rejoint. Faut être courageux quand même. Exactement. Pour rejoindre une startup dans ces conditions-là. Faut y croire. Donc en fait, au feeling. Ce qui m'a fait me décider, c'est vraiment ce premier entretien d'embauche qui s'est étalé sur 4 heures au lieu d'une. Ça, en général, c'est plutôt le bon signe dans un entretien. Et en fait, j'ai rencontré Romain Nicoli, qui a fait une grosse partie de sa carrière chez Criteo et qui maintenant est le fondateur de Pigment, qui est une licorne, une des rares licornes françaises, c'est ça? C'est ça, qui est le co-CEO de Pigment. Et en fait... j'ai rencontré donc Romain et il y avait 2 choses qui étaient vraiment intéressantes. Et effectivement, parfois avec des gens comme ça, il y a un fit et il y a quelque chose qui se passe et on se dit, ce mec-là, il est tellement brillant et intéressant, etc., qu'on a envie de bosser avec lui. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était à l'époque, l'algorithme Criteo était quasiment qu'un algorithme finalement à l'époque. Ça faisait combien de temps que la boîte existait? Ça faisait 2-3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, l'algorithme Criteo à l'époque était très bien classé dans le ranking d'un concours à l'époque qui s'appelait le concours Netflix de ranking de recommandation plutôt, je n'ai plus le nom précis en tête, mais qui consistait du coup avec des équipes de chercheurs du monde entier, à essayer de faire les meilleurs algos de recommandation. Donc Netflix te fournissait de la donnée anonymisée, de type telle personne aime tel film, tel film, tel film. Qu'est-ce que tu vas lui recommander comme film suivant? Okay. Aujourd'hui, c'est des trucs intégrés aux plateformes qui sont évidents. À l'époque, on était quand même sur de la recherche où il y avait encore moyen de gagner des points
on va dire, entre un algo et un autre. Et en fait, Criteo était numéro 1 sur ce classement, et avec un algo qui était temps réel. Alors qu'en fait, les autres algos, c'était plutôt des gros centres de calcul dans des universités qui passaient beaucoup de temps à cruncher de la data, etc. Et donc qui donnaient un résultat, mais au bout de je sais pas combien d'heures, tu vois. Et donc d'un côté, tu avais un algorithme qui était temps réel, qui pouvait du coup être utilisé pour faire beaucoup de choses, y compris de la recommandation de blog. Et de l'autre côté, tu avais des gens qui étaient moins bons et qui faisaient des choses dans un temps qui n'est pas du tout le temps réel. Okay. Et donc là, tu sens quand même, tu te dis, en tant que passionné de techno, tu te dis, quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose, il suffit de trouver le bon business model pour que ça puisse générer. Donc, tu arrives, il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires, il y a un très bon algo, il y a quoi 10 personnes, tu es le 9e ou le 10e, c'est ça? C'est ça, 9e, ouais. Et donc, on te propose de rejoindre l'aventure, un peu d'action dans la boîte, c'est ça? Oui. Et un salaire inférieur au marché, tu dois faire des efforts ou non, dans la moyenne du marché? Le salaire était dans le marché. Ok. Ouais. Et donc, Criteo, peut-être pour raconter aux gens qui ne connaîtraient pas l'aventure, entre le moment où tu rejoins et 6 années jusqu'à l'IPO, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que vous trouvez justement le market fit, cette hyper-croissance-là? Enfin, Thomas, vas-y aussi si tu as d'autres questions. Enfin, peut-être avant de... Est-ce que toi, tu as hésité à rejoindre l'aventure ou après l'entretien de 4 heures, tu t'es dit, OK, j'y vais? Ouais, pour moi, c'était un coup de cœur, je pense, réciproque, du coup. Ouais. Je pense qu'eux, ils cherchaient quelqu'un qui était... moi, j'ai toujours eu un tempérament touche à tout. J'aime faire de la vidéo, de l'audio, de la cybersécurité. Moi, mon univers, c'est la tech. En France, on adore mettre les gens dans des boîtes. Et en fait, moi, mon univers, c'est la tech. Si demain, je peux être dans une boîte de biotech sur des sujets qui vont être très bio, et puis biolo, et puis je peux très bien être dans une adtech, etc. Envoyer des fusées dans l'espace aussi. Des LLM, envoyer des fusées dans l'espace. Exactement. Moi, mon sujet, c'est la tech. Et donc, la tech, elle est protéiforme. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, tu as vu une belle tech, un management inspirant, et ça t'a suffi pour prendre ton risque et te dire sachant que tu n'avais, encore une fois, pas de modèle vraiment de start-up qui avait vraiment super bien marché, quoi. Et que ça a été le premier, pour le coup. Ouais. Ça a été une des premières grosses réussites de l'écosystème français. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Quand on a eu l'IPO au Nasdaq, on nous disait que la dernière IPO d'une boîte française au Nasdaq, c'était Business Object. Ouais, Business Object. Et il y a... C'était 15 ans avant. Voilà. Ans avant. Donc, ok, tu rejoins l'aventure. Ouais. Dès le début, la culture d'entreprise, c'est de devenir une boîte qui va IPO, ou ça s'est fait progressivement? Comment ça s'est fait, la culture d'entreprise? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que Criteo est devenu ce que c'est aujourd'hui? C'est quand même... moi, je pense qu'il y avait un ADN qui était d'avoir alors, tu me diras, tout le monde vise ça, mais les bonnes personnes à la bonne place. Et donc ça, c'est magnifique quand il arrive. Et en fait, c'est vrai que l'arrivée notamment de Pascal Gauthier, alors, sur la levée de fonds qui a eu lieu au début 2008, il y avait cette intention d'utiliser l'algorithme pour faire de la publicité. Par contre, il n'y avait aucun savoir-faire. Rien, zéro. Même des mots comme CPC, CPA, qui sont des mots du jargon, personne ne les connaissait en interne. Coût par clic, coût par acquisition. Et donc, en fait, ce qui est assez... voilà, dans ces cas-là, tu essaies de recruter quelqu'un qui sait faire, qui connaît ça. Et ça a été Pascal Gauthier, qui est maintenant CEO de Ledger. Et en fait, avec Pascal, on a on a installé, je me souviens d'avoir installé un ad serveur en PHP, d'avoir lancé la première campagne de Criteo. Et en fait, c'était marrant parce qu'on lançait un truc. Faut imaginer, le réseau, c'était... comment ça s'appelle cette boîte?
Alors l'advertiser, donc l'advertiser, c'est celui qui paye Criteo pour afficher les bannières. C'était 2 fois moins cher, si je dis pas de bêtises, ou Price Minister, mais c'était quelque chose avec un catalogue très mouvant, enfin quelque chose d'assez compliqué en fait à intégrer. Et le site sur lequel on affichait, c'était le blog numéro 1 de l'époque, la plateforme de blog, c'était Skyblog. Et donc en fait, pour un advertiser, tu lui proposes ces 2 trucs-là pour une société qui fait de la publicité. Tu lui proposes un des réseaux les pires pour afficher des bannières et un des advertisers qui a un catalogue qui bouge tous les jours. Enfin, un truc. Tu te dis, bon, quand même, tu mets pas toutes tes chances de ton Ça côté, marche. tu vois. Eh ben, en fait, on a lancé le truc et tout de suite, les chiffres étaient incroyables. Je ne sais plus le CTR de l'époque, donc c'est le click-through rate, c'est le taux de clic sur une bannière. La moyenne, ça devait être 0,07 ou quelque chose comme ça. Criteo, quand on a lancé, c'était des taux de clic de 2,5. Parce que l'algo était bon et qui comprenait quels étaient les internautes et il affichait les contenus Exactement. qui allaient bien. Alors maintenant, on dit souvent ça paraît évident. afficher la bonne chose 15 ans à la après. bonne personne et au bon moment. Ben ça, c'est exactement ce que faisait Criteo avec les bannières et qui n'existait pas à l'époque. Et donc, tu te retrouves avec des pubs qui étaient random à l'époque où tu te tapais des pubs qui n'étaient pas du tout ciblées, avec quelque chose d'intelligent et de targeté. Donc là, ça part. Vous avez le produit, le market fit. Et c'est quoi ? Hyper croissance pendant 5 ans. Tout le monde ne dort plus. Les week-ends, ça n'existe plus. Ça. La vie de famille, elle est de côté. Tu dors au bureau. C'est ça ? Il y a un peu de ça. Alors, pas 5 ans, mais je dirais la phase vraiment hyper croissance, c'était peut-être 2 ans, 2 ans et demi de folie, un peu, ouais. Où on a ouvert des data centers dans le monde entier, où on a... moi, il m'est arrivé de faire, par exemple, je finis ma semaine normale, vendredi, je prends l'avion, je vais à San Francisco, je visite un data center, en plus, j'emmène avec moi un salarié qu'on va recruter, juste pour qu'il s'imprègne, parce que lui, on va le recruter, mais on va l'envoyer à San Francisco. Donc, un Français. Donc, et ensuite, on rentre le dimanche. Le samedi, on fait les meetings avec les différents prestataires. Et le dimanche soir, on rentre. Et lundi midi, à 11h peut-être, Journée j'étais normale. au travail, quoi. Journée normale. Ouais. Tu vois, Ouais, c'était. c'est des trucs où... Voilà, c'est des trucs... Ça me fait penser à la... Il y a une nouvelle fondatrice en France qui s'appelle Clara Gold, qui était une des premières employées de Rappi. Et pareil, dans un podcast, elle expliquait que, en fait, quand tu es dans les premiers employés d'une boîte qui est en hyper croissance, en fait, la boîte, ça devient limite ton environnement de vie et tu n'as plus trop de différence entre le professionnel, le personnel. C'est sûr qu'on n'est pas sur des critères de partage vie privée, vie professionnelle qui sont très compatibles avec des boîtes du CAC 40 par exemple. Tu as ressenti ce niveau d'exigence qui est presque prérequis dans une boîte comme Criteo qui fonctionne bien? Mais après, moi je dirais déjà, c'est aussi, c'est volontaire, quoi. Je veux dire, c'est aussi, alors effectivement, il y avait des incentives assez tôt avec des BSPCE qui faisaient que, effectivement, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ça. Et c'est leur droit, tu vois. Les BSPCE, ils font, ouais, non mais attends, il faut les payer en plus, attends. Jamais les avoir. Et puis... Toi, tu as très vite compris la valeur? Moi, j'ai très vite compris la valeur. Parce que les levées de fonds se sont enchaînées. Attends, je vais regarder sur Crunchbase en même temps. Levée 2008 et après quoi? Tous les ans, il y a eu des levées? C'est bien possible. Toi, quand t'es arrivé, il y avait déjà des fonds de levée ou c'était... Oui. Il y avait combien? Il y avait eu une première levée, je crois, de 1 million. Et quand je suis arrivé, 2 mois ou 1 mois et demi après que je sois arrivé, il y avait une levée qui s'est terminée qui était de 2,5 millions. Moi, ce que je vois, c'est Venture Round 2005, 2006, équivalent Série A, mais bon, c'était l'époque. Ouais. Série B 2008, un nouveau Venture Round 2009, 2010, Série C,
2012, série D, et ensuite 2013, l'introduction en bourse, c'est ça? Je me souviens avoir posé une question en 2013 et une levée, même pas un an, 6 mois avant l'introduction en bourse, au CFO de l'époque, sur le fait que pourquoi relever et pas faire de la dette. Et je lui parlais notamment de la BPI qui existait, je crois, déjà à l'époque. Et je crois qu'il avait répondu que c'était une... c'est un sujet intéressant. En fait, il avait répondu qu'en fait, c'était aussi, je crois, dans les levées qui avaient été faites, il n'y avait pas eu beaucoup de VC US. Et donc, ils auraient très bien pu lever de la dette. Mais stratégiquement, c'était beaucoup plus intéressant de faire rentrer des VC US. Désolé, le nombre de collaborateurs, entre le moment où tu rentres et cette année 2014, il se passe de combien à combien, et le chiffre d'affaires pour avoir une idée un peu de la croissance. Alors, quand je suis rentré, donc on était 9, avec sûrement des personnes qui étaient peut-être même alternantes ou stagiaires, mais très, très peu, mais bon, voilà. Et quand je suis parti, je crois qu'on était entre 1500 et 1800 salariés. Ouais. Donc en fait, pendant peut-être un an ou deux, t'étais pas cantonné à une tâche. T'étais très très horizontal. Les premières années, j'étais vraiment, je m'occupais à la fois donc de l'infrastructure. Tu peux expliquer ce que c'est l'infrastructure pour les gens qui nous écoutent? Tout à fait. C'est ce qui permet de faire fonctionner le service, tout simplement. Donc on parle de data center, de serveurs, de fibre optique entre différents sites. Tout à fait, mais aussi de logiciels. Faut imaginer une époque où le cloud existait quasiment pas, et donc typiquement on a développé, je me souviens, j'ai développé un des premiers serveurs DNS qui pouvait à la fois faire du géobalancing, on appelle ça, c'est-à-dire pouvoir envoyer des Américains en Amérique plutôt que de les envoyer par exemple vers l'Europe. Donc tu vois, tu dois diriger, quand tu as une plateforme globale comme ça, tu dois diriger le bon user sur la bonne plateforme. Parce que tu ne peux pas avoir la donnée partout au niveau mondial en temps réel. Et donc il faut un peu faire comme ça une ségrégation par continent. Ça, c'est la première chose. Et puis, on arrivait aussi à faire ce qui s'appelle du weighted round robin, qui consiste à pouvoir avoir finement déployé une certaine charge sur un data center plutôt qu'un autre. Et alors ça, c'était très utile en phase d'hypercroissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on était assez souvent ras la gueule. En fait, on était... on attendait des serveurs la plupart du temps. C'est-à-dire que tu avais beau en rajouter, il fallait la plupart du temps encore et encore en remettre. Et donc, c'était un process assez continu, sauf que, effectivement, tu te retrouves avec des livraisons, des délais de livraison qui peuvent parfois varier, etc. Et en fait, du coup, dans ces cas-là, eh bien, tu étais bien content de pouvoir dire, OK, sur le data center de Bruxelles, à l'époque, par exemple, on va envoyer un petit peu moins de charge, et puis on va mettre un petit peu plus de charge sur Paris, parce que là, on vient de recevoir les serveurs, etc. Mais on en est à un stade où, parfois, il nous est arrivé de dire aux commerciaux, arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre, on peut plus. Là, ça, c'était un stade de la boîte, elle était à peu près à quel stade en termes de revenus ou peut-être je pense qu'on est sur maturité. 2009-2010, quelque chose comme ça. Et 2009, je pense. Et là, on savait que le produit fonctionnait. Et en fait, tout ce qu'il y avait à faire, c'était quand même le plus important, mais c'était de réussir à vendre la solution dans le monde entier. Okay. Et d'ailleurs, avec des succès différents, c'était assez intéressant, l'ouverture des pays, parce qu'on ouvrait les pays un par un, ce qui est assez logique. Enfin, au fur et à mesure, on trouvait des gens pour ouvrir ces pays. Et en fait, c'est là où quand même, tu vois l'importance du commercial, puisqu'il nous arrivait, ou du managing director, mais qui a quand même principalement un rôle de commercial, parce qu'il nous arrivait effectivement, moi je me souviens de l'Angleterre, on a eu du mal à ouvrir l'Angleterre.
alors qu'en Allemagne, en Italie, ça se passait bien. Ok. Ouais. Et en fait, tu vois à quel point, je dirais pas que tu n'as pas le droit de te tromper de profil, mais en tout cas, ça compte énormément de trouver les bonnes personnes, parce qu'en fait, et tu le détectes assez facilement, je dirais, puisqu'en fait, la mauvaise personne, elle va te demander généralement de changer le produit, alors que tu as un produit qui fonctionne. Et donc, tu sais qu'il va fonctionner dans tous les pays du monde parce que le produit intrinsèquement, il est bon. Et donc, si la personne te dit oui, mais non, le client machin, il voudrait tel truc, en fait, Si la personne n'arrive pas à c'est le s'adapter, premier signe. Ouais, c'est le premier signe que quelque chose va pas, on va dire. Ok. Et toi, j'ai l'impression que t'as pas non plus. Enfin, t'es arrivé en 2008. Ouais. En 2009, 2010, vous trouvez votre product market fit. Ouais. T'as pas eu une période vraiment de doute au sein de l'entreprise. Enfin, j'ai l'impression que t'as eu tout le temps un momentum qui a continué jusqu'en fait l'IPO, quoi. On n'a pas eu le temps de douter, effectivement. C'était. Ouais, il faut imaginer, enfin, des croissances folles et puis des montants qui devenaient importants, tu vois. Alors, ce qui est marrant, c'est que la publicité, en tout cas type bannière, ça génère pas un trafic monstrueux. Si tu compares à de la vidéo en ligne, typiquement. Et en fait, je me souviens, à une époque, quand j'ai négocié avec Google un accord de peering, alors le peering, c'est une relation de réseau à réseau. On met une fibre optique entre Google et Criteo, par exemple, typiquement. Et donc, en fait, et ça permet d'échanger du trafic gratuitement. Et en fait, quand tu veux faire ça, il y a des minimums avant d'atteindre avant de pouvoir négocier cet accord. Et en fait, moi, je me souviens être en train de négocier avec Google, donc c'est les accords de peering, et en fait, je montrais au mec, parce qu'on n'atteignait même pas 80 mégabits, je crois, de trafic par seconde avec Google, alors qu'il fallait atteindre 100 mégabits minimum. Et en fait, je lui disais, bah ouais, alors ok, on n'est pas sur on est sous le minimum. Par contre, ça c'est le chiffre d'affaires qui passe sur ce lien. Et là, c'était en millions d'euros et c'était peut-être même ça devait être en dizaines ou en centaines de milliers d'euros par heure. Et donc, tu dis, s'il y a un problème réseau entre nos deux réseaux, ça va nous coûter cher à nous deux. Et donc, voilà. Et donc ça, c'était effectivement une des petites histoires. Et en fait, c'était assez marrant, cette époque-là. J'ai oublié ta question. Non, c'était juste le fait que je pense que c'est peut-être un peu propre à Criteo, mais d'autres boîtes encore, mais au final, ils ont trouvé leur product market fit rapidement. Non, ils ont mis 5 ou 6 ans avant, parce que quand tu regardes, il y a eu une ou deux levées de fonds, je regardais là le récit dans la presse, c'était pas si évident. Mais c'est vrai que toi, au moment où tu arrives, c'est le moment où ça devient plus évident et vous rentrez tout de suite quasiment dans les 18 mois après ton arrivée dans cette phase d'hypercroissance. Ouais, même moins, ouais. Je pense la première campagne, faudrait voir l'arrivée de Pascal à Gauthier, quand c'est, mais c'est vraiment, je dirais, 1 mois ou 2 après qu'il soit arrivé. Bon, on va pas faire de l'archéologie aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on est vers mi-2008. Et, et c'est vraiment, je te dis, le lancement de cette première campagne, c'est le lancement de tout. Derrière, ça a été énorme. Et alors, pour continuer sur l'histoire de l'infrastructure, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est effectivement faire tourner, c'est du logiciel, etc. Je m'occupais aussi de l'informatique interne de la boîte. Jusqu'à, je sais plus, plusieurs centaines de salariés. Hein, donc ça, où tu as mis la fibre dans les bureaux, plein de choses comme ça. Dans les bureaux, j'ai effectivement. Il y a un vieil article qui doit traîner du Monde sur le sujet. Pascal Gauthier, c'est février 2009, son arrivée. Ah ouais, hein, tu vois, donc quasiment quand même 1 an. Donc 1 an à chercher un peu le modèle. Et tu dis entre 2005, la création de la boîte, et 2009, il y a eu d'autres gens qui sont arrivés avant toi. Des gros pivots. Ouais, c'est ça. Mais ok. Et donc, la boîte commence à scaler et vous atteignez plus de 1000 employés. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que tu réfléchis déjà à la suite ? Est-ce que tu trouves que l'entreprise a trop changé ? Que tu te retrouves plus dans
future. Effectivement, moi, pour moi, la taille un peu limite de société dans laquelle je m'épanouis, parce que j'ai ce côté touche à tout. Et donc, tu vois, ce côté où justement, j'aime pas être forcément dans une boîte, tu vois, avec un rang d'action ultra serré, etc. J'aime bien faire un peu tout. Faut imaginer, hein, Criteo aussi, quand je parle de un peu tout, tu vois, c'est typiquement en 5 ans, 5 déménagements. Tous les ans, on déménageait. Eh ben, dans tous les projets de déménagement, moi j'étais impliqué, parce qu'en fait, un déménagement, c'est beaucoup d'IT. Et donc, typiquement, tu parlais Fiber to the Desk. Donc, Fiber to the Desk, ça consiste à amener la fibre optique quasiment au poste de travail de l'utilisateur. En fait, tu mets un petit switch sous le bureau et en fait, derrière, tu peux du coup connecter ton PC normalement au réseau Ethernet. Et ça permet de faire des déploiements plus rapides. En 2 jours, on a fait 8000 m², je crois, de déploiement. Et donc, voilà, tout ça, c'est en fait, ça vient d'un même retour d'expérience, qui est qu'en fait, sur ce sujet particulier, c'était compliqué. Typiquement, à Opéra, quand il a fallu partir, on est parti d'Opéra pour aller dans les bureaux actuels, d'ailleurs. Rue de Londres. À côté de la rue de Londres. Rue Blanche. Ouais, rue Blanche, exactement. Maintenant, c'est 32 rue Blanche. En fait, il a fallu retirer tous les câbles. Il faut savoir, quand tu quittes un lieu, que tu es une entreprise, tu dois retirer tous les câbles qui ont été installés. Et ça coûtait très très cher. Et donc là, tu te dis, il faut repenser le truc. Et voilà, moi, j'ai toujours été dans cet esprit un peu innovation, même innovation interne, on va dire. Et c'est ce que tu perds quand même un petit peu plus quand la boîte est grossie. Donc à quoi, 500 salariés, tu commences à plus t'y retrouver ou Moi, je pense plutôt la moitié, 250. 250. À 250, c'est une belle taille de boîte. Et quand tu peux mettre un nom sur tous les gens dans la boîte, c'est encore bien. Quand tu peux plus, ça devient plus compliqué. Et puis, tu as le côté aussi politique de certains profils. Tu as aussi quelques habitudes de recrutement dans des écoles où l'ego n'est pas le point le moins le moins présent, qui font que voilà, les atmosphères peuvent changer. Tu peux te retrouver avec des équipes qui s'entendent moins avec d'autres équipes. Et moi, ça a toujours été quelque chose que j'avais à cœur d'essayer de résoudre, parce que je trouve que effectivement, dans le travail d'un manager et d'un directeur, etc., c'est quand même la clé, c'est quand même la bonne cohésion des équipes. Ouais, mais tu es plus à l'aise avec un petit hors-bord qu'un gros paquebot, et après, c'est d'autres choses. Voilà. Et peut-être, donc, moi, j'ai cette fameuse photo en tête. Ouais. Je pense les premières années où on est amenés à bosser ensemble tous les deux, de toi, effectivement, à New York, où vous sonnez la cloche. Il y a une espèce d'euphorie. C'est un bouton. Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est moins marrant, en fait. C'est moins marrant. Je trouve que, tu vois, là, il y a du marketing. Les mecs auraient dû imaginer plus une cloche qu'un bouton. Tu commences à être un peu rincé. Après l'introduction en bourse, tu restes quoi, 6 mois, 1 an? Ouais, c'est ça. Et tu fais quoi? Tu gardes tes actions, tu les vends toutes? Alors, comment tu vis aussi ce truc-là? À 33 ans, tu te retrouves avec un gain financier assez considérable, et à la fois, tu n'avais pas rejoint cette aventure pour ça. Alors, j'avais pas rejoint pour ça, et en même temps, j'y ai toujours cru. Puisque ça faisait quand même partie, enfin, tu vois, quand tu rejoins une boîte où le chiffre d'affaires, c'est moins que ton salaire, il y a quand même une partie de rêve, entre guillemets, où tu te dis, on est tous super forts, on est tous super motivés, et on va défoncer le truc, et ça va être incroyable. Après, j'ai oublié. Je te disais, après donc, cette IPO, etc., toi, tu avais quoi, 0,2, 0,3%, 0,5% en tant que premier salarié? Ouais, entre 0,1 et 0,2. Au moment de l'introduction en bourse. Ouais.
Et donc, en gros, tu y crois pendant ces 6 années-là, tu donnes comme un fou. Je te disais, tu es un peu rincé, ce qui fait que 6 mois après l'introduction en bourse, comme certains autres cadres qui sont peut-être restés un peu plus longtemps, donc on parlait de Pascal Gauthier, de Romain Nicoli, etc., vont aller faire autre chose. Effectivement, j'avais... donc, en termes de stratégie, on va dire, au niveau financier, j'ai créé très rapidement, parce que je ne sais pas si c'est JB Rudel qui m'a inspiré, mais j'ai très rapidement eu envie de redonner à la communauté. Je pense que c'est un trait commun quand même. Et donc, j'ai monté une petite holding en fait, de Business Angel. Tu travaillais encore chez Crypto, enfin c'était en parallèle? Non. Ah, t'étais parti déjà? J'étais parti. Donc je suis parti, j'ai monté ça. Alors à date, on doit être à une quinzaine d'investissements. Donc c'est entre 25 et 50 000 euros jusqu'à 100 000, c'est ça? C'est ça. Et t'as gagné combien de fois? T'as perdu combien de fois? En fait, Business Angel, c'est pas une activité qu'on fait pour... ça va choquer, hein, mais pour gagner de l'argent. Non mais attends, c'est une stat qui est publique, ça. 75% des business angels gagnent pas, perdent de l'argent. En fait, il faut le faire de façon professionnelle et à plein temps pour que ça devienne réellement un métier. Et c'est le nôtre finalement. Exactement. En fait, c'est une activité que tu fais pour rencontrer des gens, participer à des aventures, etc. À revivre un petit peu le thrill de l'hypercroissance par personne interposée, si tu veux. Et donc, c'est assez excitant, en fait, comme activité. C'est une pure activité plaisir dans laquelle, en fait, effectivement, un coup, tu vas perdre alors, sur des deals qui ne se passent pas si mal que ça, finalement, tu vas perdre des 10%, des 15%, des choses comme ça. Et puis, sur d'autres deals, du coup, qui se passent un peu mieux, tu vas gagner des 10%, des 15%, mais pas des trucs incroyables. Et puis, une fois, tous les 4-5 deals, tu fais un x3, tu fais un x10, tu fais un x20. Et là, ça, c'est des belles histoires, mais il ne faut pas imaginer... quand tu démarres une activité business angel, que c'est pour devenir multimillionnaire dans les 10 ans. Bon, en même temps, toi, tu aurais pu, mais c'est juste que aussi, donc j'appelais un de tes amis, pour pas le citer, Raphaël Monnier, quelques minutes avant ce podcast, et je lui demandais ce qu'il pensait de toi, et il disait que l'argent ne t'intéressait pas, en tout cas, c'était pas une fin en soi, que tu étais quelqu'un plutôt de très curieux, qui comprenait le business, qui était assez rare finalement chez les techs. Et en fait, moi, ce que tu m'as dit, c'est que tu n'as pas investi dans la mafia Criteo, dans les gens qui ont fondé Lifen, dans Romain qui a monté Pigment, alors que là, tu aurais pu faire des fois 100 et rembourser 10 fois probablement tes 15 investissements. Tu l'as fait pour pas altérer votre relation amicale, c'est ce que tu nous as expliqué. Oui, je pense que effectivement... moi je trouve que mais c'est totalement c'est personnel, c'est totalement personnel. Tu le racontes, toi. Je trouve que effectivement c'est assez sain de pas mélanger amitié et business, en tout cas et investissement. Après c'est peut-être parce que je pèse pas 100 millions que je dis ça, et que si je pesais 100 millions j'en aurais rien à faire encore plus rien à faire de vaisseau peut-être. Mais c'est pas le cas, et je pense je pense que c'est quand même une histoire d'un peu d'éducation avec 2 parents profs et donc je pense que c'est plutôt effectivement une question comme ça en tout cas, t'as pas voulu mélanger ces amitiés-là qui avaient été très fortes et le fait d'investir en tant qu'angel. Ouais, je pense que c'est une bonne pratique, en tout cas de ma part. Mais ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est sur la raison qui t'a poussé à commencer à investir en BA. C'est la recherche d'adrénaline que tu as connue dans une aventure comme Criteo. Parce qu'en fait, c'est, je pense, quelque chose que tu peux vivre une seule fois dans une vie. Enfin, c'est tellement rare de pouvoir rejoindre au début une entreprise comme celle-ci.
toi, tu as essayé de reproduire ce que tu avais vécu 5-6 ans avant, quoi. Carrément. De Et par puis, l'investissement. Et ça n'a pas j'ai- été trop dur de partir. Enfin, quand t'es parti de Criteo, tu t'es pas dit, Non. bon. il y a- Enfin, t'as pas ressenti en fait, un vide? il y avait tellement de personnes dans dans la société par rapport à ce qu'on était au départ que tu te sens totalement remplaçable. Ouais, ok. Et du coup, tu n'as plus du tout cet attachement. La société a beaucoup évolué, etc. Et pour revenir sur l'activité BA, tu vois, moi j'aime bien dire faire BA, c'est un peu la version slow motion du MBA, en fait. Tu fais un MBA en auto-apprentissage, tu vois, sur YouTube. Bon, là, c'est pas YouTube, mais concrètement, c'est un peu ça. C'est du coup, tu absorbes les erreurs, tu un absorbes... demi-million le MBA, et ça fait entre un demi-million et un million, il est un peu cher quand même. Ouais, et tu sais, aux États-Unis, c'est cher. Ouais. Et, Là, c'est... Philippe, je vois Ouais. l'horloge qui tourne à 40 minutes et on a pas mal de drops dans l'audience à partir de la 30e. Yes. Moi, j'avais des questions, mais après, si Thomas t'en a, vas-y. J'aimerais que tu me parles du FRNOG. À Mhm. quel moment c'est arrivé? Donc le FRNOG, c'est le French Network Operator Group. Vous expliquez que c'est un groupe d'échange d'informations qui rassemble 5000 professionnels du domaine de la sécurité, de la recherche, des opérations, de la fourniture de services et accès Internet en France. Ouais. C'est un truc qui n'existait pas il y a 20 ans, C'est ça. que tu as créé. Ouais. C'est devenu une institution. C'est Ouais. quoi? Tu as 2-3 réunions par an où tous ces gens-là se réunissent, assistent à des présentations. Mathieu Stéphanie, notre associé, a eu l'occasion Ouais. d'animer une table ronde, pas plus tard que la semaine dernière, sur le sujet où vous avez parlé de Startup. start-up, levée de fonds, différence entre la France et US, cyber, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a pris de créer ce truc-là et comment tu l'animes avec un truc très ouvert? Tu as des mailing lists où tout est public, Ouais. les événements sont live streamés, enfin, tu étais vraiment en mode build-in public. C'est tout à fait ça. Alors effectivement, il y a 22 ans, un peu plus même, alors on était sur IRC, alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les systèmes de chat, c'est WhatsApp avant l'heure en gros, et en fait, ou Slack et compagnie. Et en fait, j'avais des amis sur IRC, et notamment un ami qui était genevois à l'époque, et qui était en train de monter le SWINOG. Donc le SWINOG, c'est l'équivalent suisse du FRNOG. Et en fait, à l'époque, il n'existait que le NANOG, North American Network Operators Group. Donc t'as pas été chercher loin en termes d'inspiration. Donc, c'est un copycat, pur copycat. c'est ça. Donc il y avait l'idée. C'est une stratégie, hein. Il y avait l'idée aux US, et en fait, avec Pascal, on s'est dit, lui, il montait le truc en Suisse, et on s'est dit, on va aussi le monter en France. Et donc, ça a commencé, effectivement, en faisant un peu en faisant des mails je me souviens, une mailing list de la recherche française où il y avait tous les gens qui font du réseau en France. Et puis ensuite, effectivement, on a instauré, je dirais, certaines habitudes. Et donc, il y a aujourd'hui, le FRNOG, c'est 2 réunions par an sur le sujet réseau, infrastructure, data center, hébergement. Et donc, ce qui est marrant, c'est que le FRNOG a cru en même temps que l'écosystème français. Et donc, les gens qui sont des fondateurs de fournisseurs d'accès, de gros hébergeurs type OVH, etc., sont des gens que je connais, du coup. Très personnellement, qu'on voilà. connaît depuis longtemps. Exactement. Très clair. Thomas, tu avais une ou deux dernières questions pour Philippe? Ouais, peut-être. Enfin, tu nous as parlé de tes activités de BA, donc tu es quand même quelqu'un qui investit depuis pas mal de temps maintenant. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as investi dans OVNI ouais, tout simplement. Sans nous caresser dans le sens ouais, du poil. tu peux nous challenger. En fait, les bons côtés, les mauvais côtés, en fait, expliquer ton cheminement intellectuel. C'est plus ça qui m'intéresse, qui nous intéresse. En fait, alors parmi mes premières belles histoires en tant que business angel, j'ai fait un fois 2,7 si ma mémoire est bonne sur une des premières boîtes dans lesquelles j'ai investi. C'est, je pense, grâce à un fonds C'était quoi si tu peux qui les a un peu poussés à vendre. C'est IC,
La boîte, c'est IC lingerie. Ok. Et donc, ça fait partie. Alors, moi, mes sujets, c'est vraiment vaste en termes d'investissement. Et j'ai investi dans une boîte qui faisait des ombrelles de luxe à 10 000 euros, tu vois, par exemple. Ok. J'ai comme ça parfois des sujets sur lesquels je me dis, ouais, ça c'est marrant, ça m'amuse et ça, j'y vais. C'est aussi, tu sais, quand on investit sur des boîtes, on investit soit sur la théorie, sur le projet, etc., soit sur des gens. Et des fois, il y a des rencontres où tu te dis, ouais, lui, il a quelque chose, ou elle a quelque chose. En l'occurrence, là, c'était elle, c'était 2 cofondatrices. Euh, et en fait, parfois ça marche, parfois ça marche pas, ça c'est le jeu. Mais l'histoire était belle, et grâce à un fonds qui, je pense, les a poussés à vendre, puisque lui, le fonds avait son obligation de retour. Et en fait, tu vois que effectivement, l'activité Business Angel, c'est une activité qui est à peu près flat, en gros, entre tes gains et tes pertes. Mais par contre, les fonds, en tout cas la plupart, quand ça se passe bien, c'est plutôt quelque chose qui marche bien en termes de rendement. Et donc, c'est là tout l'intérêt, en fait. Donc c'est dans une stratégie de diversification de Bien ton sûr. patrimoine. Je sais qu'à un moment donné, tu avais aussi beaucoup d'actions cotées. Ouais. Criteo, donc c'est un IPO, introduction en bourse, ce qui veut dire que Ouais. ton patrimoine, je me souviens d'une des discussions où tu me dis, putain, j'ai perdu quelques centaines de milliers d'euros. Ah ouais. C'est un peu les montagnes russes. Ouais. Et c'est vrai que le placement en fonds de long terme, ça te donne une espèce de stabilité, en tout cas sur du venture ou du private equity, Ouais. où tu sais que tu le places, c'est sur 10 ans et tu vas voir l'évolution, mais c'est pas au quotidien où tu peux avoir ce grosse fluctuation-là. C'est peut-être ça aussi, petit à petit, tu as pris ton patrimoine qui était dans le marché coté Ouais. pour le ramener sur du non coté. Il y a effectivement, je suis encore d'ailleurs actionnaire de Criteo. Et en fait, au fur et à mesure, il y a pas mal de stratégies. Je connais beaucoup d'anciens salariés de Criteo qui ont tout vendu ou voilà, à des délais plus ou moins courts après l'IPO. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu en garder. Alors, beaucoup moins qu'au début, mais du coup, ça fait effectivement partie de cette stratégie de diversification. Ok. Tu es dans beaucoup d'autres fonds? Quelques-uns. Quelques-uns. Ils ont des sur spécialités, ouais. des choses comme ça, ouais. J'ai un peu d'IMO. Comment tu les as choisis? J'ai une conseillère en gestion de patrimoine. Donc elle t'aide à faire ce picking-là. Ouais. Très cool. Thomas, des dernières questions? Peut-être juste sur, pour finir, preneur de bien savoir quels sont tes autres projets aujourd'hui. Je sais que tu étais impliqué dans pas mal de startups en tant que CTO. Donc, quels sont les projets? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Et comment l'aventure Criteo t'aide aujourd'hui dans les projets que tu rejoins, quoi? Alors, en fait, en ce moment, j'ai plusieurs activités qui sont plutôt de l'ordre du non professionnel, je dirais. Je suis dans une association qui s'appelle Eco-Humans We Planet France, dans laquelle je suis délégué au numérique, et qui est une association dans laquelle moi, en tout cas, j'essaie de promouvoir le fait que le numérique a un rôle positif dans la transition écologique qu'on vit et qu'on doit mener. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup de discours négatifs sur le numérique. On se souvient des histoires de streaming, je sais plus, la 5G, c'est pour pouvoir regarder Pornhub dans l'ascenseur, etc. C'est vraiment des mauvais débats et des mauvaises appréciations, parce qu'en fait, le numérique, c'est un allié en fait dans cette transition écologique. On peut penser évidemment, le premier truc qui vient en tête, c'est tout ce qui est digitalisation, numérisation des usages, par exemple tout ce qui est visioconférence qui ont permis quand même d'économiser en CO2 et puis de passer le Covid accessoirement aussi, parce que
Heureusement qu'on avait les Exactement. réseaux, les infras Exactement. et que ça nous, enfin, tout Et, le monde n'a pas et pu les gens en pour faire s'en autant, occuper. hein. Et puis, derrière, je m'implique en ce moment aussi dans un projet qui s'appelle Centipede RTK, qui est un projet intéressant, qui a été monté par l'INRAE en France. Et qui, donc, c'est des gens c'est des chercheurs en agriculture et alimentation et environnement. Et en fait, c'est un projet qui vise à fournir du GPS avec une position centimétrique qui est très utile, notamment dans les tracteurs pour faire du pilotage automatique, et de fournir ça gratuitement. Et donc aujourd'hui, c'est un projet qui fonctionne à l'échelle nationale en France et en Hongrie, parce qu'ils ont trouvé le truc sympa. Mais c'est un projet qui est monté par des chercheurs. Et donc, clairement, concrètement, ça tourne sur une machine à la campagne, je ne sais même plus où, mais enfin en région, pardon. Et en fait, il n'y a pas de redondance, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir pousser en termes d'infrastructure. Et donc, moi, j'ai négocié avec une ONG américaine pour pouvoir déployer le service à l'échelle mondiale avec plus de 100 serveurs dans 100 pays différents dans le monde entier. Et donc, voilà, on a j'ai un peu ces projets-là dans les cartons. Et sinon, moi-même, aujourd'hui, je suis plutôt en recherche d'un nouveau poste, d'une nouvelle aventure à rejoindre en tant que CTO. Cofondateur, etc. Et donc, évidemment, mon amour de la tech fait que je ne m'arrête pas à beaucoup de sujets. Et donc, je regarde beaucoup de choses. Il y a de la robotique, il y a de l'IA, évidemment. Voilà, tous ces sujets. Là, dans 5 minutes, on va se faire virer du studio. Je vous propose de conclure peut-être l'épisode avec ça. Quel conseil tu donnerais, on va dire 65% des gens qui nous écoutent sur ce podcast ont moins de 35 ans. Quel conseil tu donnerais à des gens qui ont moins de 35 ans, qui veulent prendre ses premiers jobs en start-up? Comment ils cherchent les start-up? Quels critères mettre? Et voilà, si tu étais Philippe Boursier il y a 15 ans, quel conseil tu te donnerais? Ne pas hésiter à tomber amoureux. Professionnellement, évidemment. Romain, ça veut dire quoi tomber amoureux pour toi? Ça veut dire vraiment ce fit entre, tu vois, tu te dis, il y a une techno, il y a un truc qui a l'air quand même intéressant. Ça me branche. Et puis, il y a ce côté où tu te dis, bah ça, c'est quelqu'un, j'ai envie de bosser avec lui. Tu pourrais tout donner pour la personne, pour la boîte et s'engager pleinement, c'est ce que tu veux dire. C'est exactement, il faut imaginer, hein, on était 3 personnes pour s'occuper de l'infrastructure avec des data centers un peu partout dans le monde, à un moment donné en tout cas, et à 3, on gérait des astreintes 24/7 partout, 24/7, tout le temps. etc. Voilà, on se retrouvait avec des week-ends où je suis obligé de sortir le PC, tu te balades tout le temps avec ton téléphone et ton PC, tu as 3G et tout. À l'époque, 3G. Et tu dois intervenir sur les serveurs à distance. Enfin, donc, ton conseil, c'est n'hésitez pas à vous lancer, à tomber amoureux et à prendre le risque, quoi. Exactement. Miser sur le fondateur et la relation que tu as avec le fondateur. Tu sais, c'est la même chose quand tu fais Business Angel, finalement. C'est un peu la même histoire. C'est un projet, un produit, ou un algo en l'occurrence, et des gens qui vont t'accompagner, avec qui tu vas partager des moments forts et voilà. Super, c'était le premier podcast de Thomas. Merci Philippe, ravi de vous avoir tous avec nous. Merci pour votre indulgence, votre patience. On voit les stats qui montent tous les mois, des milliers d'auditeurs. Cette stat dont je parlais, du taux de complétion qui au début me rendait complètement parano et en fait qui, même si les épisodes sont plus longs, par moment, vu que c'est assez intéressant, reste bonne. Et donc nous on est ravis de prendre cette petite récré une fois par semaine ou tous les 15 jours avec l'équipe OVNI pour recevoir des personnalités comme toi Philippe, avec qui on aime travailler dans la durée. Et merci de ta confiance, de tous les coups de main que tu nous as donné ces dernières années, des due deals sur des boîtes, des conseils à des fondateurs,
ta présence aux événements avec ton énergie, des places sur des tables rondes à Fernog. Donc, tu parlais de tomber amoureux. Je vais pas te faire une grande déclaration d'amour aujourd'hui, mais en tout cas, tu fais partie des piliers, moi, de ma vie professionnelle ces 10 dernières années. Et donc, sois-en remercié aujourd'hui et publiquement avec tous les gens qui nous écoutent. Eh bien, merci. Merci, Merci, Philippe. Et puis, à bientôt tout le monde. Salut. 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 Là, tu appuies sur stop. Non, stop à côté. Oh, stop. Alors, off, ouais, off ou stop. Il y en a plusieurs off. Off, C'est vas-y, stream. fort. Non. Celui-là. Non. Celui Celui qui est cassé. Ah, ok. celui-là.